L'accès normal aux soins aujourd'hui dans ce pays est devenu problématique et donc en gros il faudrait avoir des connaissances et des pistons et comme toujours de toute façon quand ça va mal c'est les gens les plus favorisés qui s'en sortent le mieux. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue. Vous le savez, on parle de santé dans cette émission tous les jours. Mais je vous propose aujourd'hui d'aller voir de l'autre côté, de voir ce qui se cache derrière notre système de santé à la française et d'essayer de comprendre avec vous pourquoi il fonctionne moins bien. Pour vous qui êtes confrontés aux difficultés de trouver un médecin traitant, vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas avoir de médecin traitant. On pense qu'entre 10 et 30% de Français n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Pourquoi c'est si difficile de trouver un orthophoniste pour votre enfant, un rendez-vous chez l'ophtalmo ou le dermato? Et peut-être que vous êtes confrontés à ce phénomène, mais alors de plus en plus récurrent, celui des dépassements d'honoraires. Alors ça, c'est la cata. J'ai invité ce matin Olivier Miron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes cardiologue hospitalier, militant du service public et co-auteur du guide des intox sur notre système de santé chez Textuel, où vous revenez sur beaucoup de notions. Alors on ne va pas donner un cours aujourd'hui, mais on va essayer d'expliquer des notions dont on entend parler de temps en temps, comme le trou de la sécurité sociale, et voir derrière ce qui se cache derrière ces expressions. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser au fonctionnement de notre système de santé en tant que consommateur de santé que nous sommes? Parce que je pense que c'est un sujet citoyen avant tout, c'est un sujet démocratique. Il y a un consensus dans le pays pour notre système de santé solidaire, la sécurité sociale, la santé accessible pour tous, le fait qu'on cotise à la Sécu en fonction de nos moyens et qu'on reçoit en fonction de nos besoins. Il n'y a jamais aucun homme politique ou femme politique a été élu en disant qu'ils allaient mettre ça par terre et qu'ils allaient privatiser le système. Et pourtant, depuis en gros les années 2000, c'est ce qui est en train d'être fait petit à petit. Et aujourd'hui, la situation est catastrophique. On a un des 10 pays les plus riches du monde. Et pourtant, les gens voient très bien les difficultés à avoir accès aux soins. Des services d'urgence qui ferment. Moi, j'ai jamais autant reçu d'appels ou de mails pour aider des amis à avoir juste un rendez-vous normal. C'est pas des coups de fil, c'est que les gens n'ont même pas accès aux soins et disent au secours, comment on fait ou pour un IRM ou pour un IRM, voilà. Un accès normal, ouais. L'accès normal aux soins aujourd'hui dans ce pays est devenu problématique et donc en gros il faudrait avoir des connaissances et des pistons et comme toujours de toute façon quand ça va mal c'est les gens les plus favorisés qui s'en sortent le mieux. Donc cette situation elle n'a pas été discutée sur un plan démocratique parce que depuis des années on nous a présenté des décisions comme techniques alors qu'elles sont éminemment politiques. Et donc dès qu'on discute nous avec les amis qui ne sont pas dans la santé, voire même dans la santé, parce que c'est très compliqué le système de santé, on s'est aperçu qu'on n'a pas les connaissances communes. Ça devrait être à l'école, on devrait apprendre comment ça marche. C'est la base de la citoyenneté. Et on s'est dit, nous, si on veut, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, si on veut sauver notre système solidaire, il va falloir que les citoyens se mobilisent. Mais on s'est dit, le premier pas pour leur demander de se mobiliser, c'est d'essayer de leur expliquer comment ça fonctionne, quels sont les tenants et les aboutissants, et puis aussi quelles sont les forces en présence, parce que la politique, c'est des rapports de force. Donc il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Oui, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce système solidaire est à la base égalitaire. Et vous dites que ce système solidaire égalitaire, c'était ce que voulaient les créateurs de la sécurité sociale notamment, il est de moins en moins solidaire et égalitaire. Oui, alors, donc revenons à la base. La Seconde Guerre mondiale, la France est ruinée. Les élites politiques et économiques, la plupart ont collaboré. Et donc, un combat politique permet d'avoir le programme du Conseil national de la résistance. Et le programme du Conseil national de la résistance, c'est de dire, dans ce pays où on a vécu les plus grandes horreurs, l'Europe vient de vivre les plus grandes horreurs, ce qui est le progrès social pour les humains, c'est que tout le monde ait accès à la santé et que par contre on cotise en fonction de ses besoins et reçoit en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Donc petit à petit les élites politiques et économiques se sont refait la cerise, on va dire, et ont essayé d'attaquer ce système qui leur va pas. Et la base de ça... Au départ les mutuelles existaient déjà, Alors les mutuelles, donc ça c'est... Au moment de la création de la sécurité sociale, le système mutualiste existait déjà. Ça existe bien avant en fait, parce que déjà c'est antérieur. Depuis très longtemps, surtout dans les mouvements ouvriers, on a commencé à faire des caisses communes.
L'idée, c'était de dire, bah voilà, on va mettre de l'argent ensemble pour les moments où ça ira moins bien. Ça existe depuis très longtemps. Et puis après, ça a été les caisses de secours et les mutuelles qui, dès le début, ont dit, voilà, il faudrait qu'on puisse payer les soins d'un tel quand il en a besoin. Et dès le début, des médecins qui vont créer la médecine libérale, ce qu'on appelle la médecine libérale aujourd'hui, vont s'opposer à ces caisses, à ces mutuelles, en disant non, nous on veut pouvoir demander l'argent qu'on veut aux patients, et ont toujours refusé une régulation ou une structure quelle qu'elle soit qui puisse réguler l'offre de soins et l'économie de la santé. Ce sont des combats qui existent encore aujourd'hui. Alors, à l'origine, à la création de la sécurité sociale, qui est chargé de la financer ? Alors au début, c'était les cotisations sur le travail. Donc il y avait des cotisations qui sont payées par les salariés et des cotisations qui étaient payées par les patrons. Donc salariés et employeurs, donc qui cotisaient tous les deux. Voilà, chacun cotisait, et donc c'est ça qui permettait, initialement, c'était surtout, il faut le dire, c'était pour les gens qui ne pouvaient plus travailler, et donc c'était surtout une pension pour les gens qui étaient en arrêt de travail ou des choses comme ça, parce que finalement il n'y avait pas énormément de soins à ce moment-là, donc le budget que représentaient les soins n'était pas très très important. Mais donc c'était vraiment l'idée de dire, dans ce pays, il faut que les salariés qui ne sont empêchés de travailler ou leurs familles puissent être pris en charge par la sécurité sociale. Alors, ce que vous connaissez bien aujourd'hui sous le nom d'indemnité journalière. Voilà, les fameuses IJ, c'était ça le but de la sécurité sociale à sa création. Voilà, et donc ça c'est vraiment un principe de base, et qu'on voit bien dans le débat public comme il est attaqué. Dès que maintenant on parle d'arrêt de travail, il y a une espèce de suspicion d'abus du système, alors qu'en fait juste dans n'importe quel système socialisé et civilisé, on doit pouvoir faire que les gens qui du jour au lendemain ne peuvent pas travailler pour des raisons de santé ne sont pas mis dans la précarité en ce qui les concerne et ce qui concerne leurs enfants. Juste un petit truc, donc on parle bien de cotisation sociale, et quand on parle de cotisation ou de charge, c'est les patrons qui parlent de charge. Mais nous les gens qui cotisons et qui recevons de la sécurité sociale, parlons de cotisation. Le choix des mots est important, et quand on parle de charge, on choisit son camp déjà politiquement. Parce que les charges, c'est l'ennemi de l'emploi. Voilà, donc c'est ce qu'on nous fait croire, en tout cas, politiquement, c'est ce qu'on nous dit. Les patrons croulent sous les charges, et donc finalement ces charges, elles empêchent au patronat d'embaucher. Ils n'embauchent pas parce que ça leur coûte trop cher. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est l'idée que les salariés coûtent cher en fait, ce qui est quand même fou. Mais donc ils ont réussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les patrons ne payent plus du tout de cotisations sociales en ce qui concerne l'assurance maladie au niveau du SMIC. Il y a eu des énormes allègements de cotisations. C'est pas vieux ça. Non, c'est pas vieux, et ça date c'était sous François Hollande. Et ça c'était avec l'idée que ça allait relancer l'emploi. Et donc à ce moment-là, le patronat avait prévu plus de 1 milliard je sais plus dans les chiffres, je vais pas dire de conneries, 1 million d'emplois, je pense. Et tout le monde dit aujourd'hui que ça ne marche pas. Et que cette idée que le coût du travail est trop cher en France n'est plus vraie. On a baissé de façon folle les cotisations patronales, et on a beaucoup attaqué aussi les cotisations salariales qui ont été diminuées aussi, avec la mauvaise idée de les remplacer par de la TVA principalement, et on sait tous que la TVA c'est un impôt indirect que tout le monde paye, mais qui est très inégalitaire, puisque le pourcentage sur la baguette de pain ou sur la voiture, il est le même pour le smicard ou pour le chef d'entreprise, mais ça ne représente pas du tout le même effort. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui finance finalement la sécurité sociale ? Qui a remplacé les chefs d'entreprise ? C'est tout le monde, mais c'est plutôt les plus pauvres. Quand on regarde en fait dans le pays qui cotise, donc avec des espèces d'idées fausses comme ça, en disant il y a des assistés et ça serait les riches qui financeraient des pauvres assistés. En fait, quand on regarde les départements qui cotisent le plus pour la sécurité sociale au sens large, par exemple la Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, est le 7e département en termes de contribution pour les cotisations sociales. Et en termes
Et de qui reçoit. De qui reçoit, c'est ça qui reçoit le plus. Ouais. Et ben en fait, la sécurité sociale, c'est son rôle. Elle finance les gens qui sont malades, donc c'est plutôt les gens âgés, c'est ça, c'est le sens de la vie, hein, donc c'est plutôt les gens après 60 ans. Et l'autre partie très importante du budget de la sécurité sociale, c'est les retraites. C'est-à-dire qu'en fait, ça, il faut expliquer aux gens, la sécurité sociale, elle ne sert pas qu'à vous rembourser quand vous êtes malade. Hein, il y a 5 branches, on va dire, de la sécurité sociale. Les 2 grosses branches, c'est les retraites, dont on a entendu parler au printemps dernier. Et l'assurance maladie, donc le remboursement des soins. Et puis après, il y a la branche famille, les allocations familiales. La CAF. Il y a les accidents de travail. Les accidents de travail et les indéterminés journalières. Et puis il y a un risque sur la vieillesse qui a été rajouté. Mais donc en gros, les 2 branches les plus importantes, c'est l'assurance maladie et les retraites. Chacune 200 milliards d'euros à peu près, ce qui fait que le budget de la sécurité sociale, c'est plus que le budget de l'État, c'est énorme. Et donc, alors ça, il faut le comprendre. Alors on n'a pas fini quand même, c'est qui reçoit le plus. Alors qui reçoit le plus? Comme département, c'est le département du Var. Département du Var, parce que c'est un département où il y a des personnes âgées, retraitées. Et donc, ils ont des retraites qui sont non nulles, parce que c'est plutôt des classes moyennes. Et puis, ils ont plus de 60 ans, donc ils consomment des soins. Donc, c'est un département qui, depuis, historiquement, vote pour des gens qui veulent remettre en cause, qui sont dans cette idée qu'on paye trop de charges, trop d'impôts et tout ça, mais c'est eux qui en bénéficient le plus, parce que la sécurité sociale, c'est pas une cagnotte où chacun met de l'argent pour quand il en aura besoin un jour, c'est les gens qui financent chaque mois payent les soins des gens qui sont malades là, ou les retraites des gens qui sont en ce moment en retraite. C'est important de le savoir, c'est pas le 93 qui reçoit le plus. Et alors la fameuse AME, l'aide médicale d'État dont on parle beaucoup, c'est peanuts dans le budget de la Sécu. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a l'aide médicale d'État, hein, c'est l'idée, vous êtes en France, vous n'avez pas de papier. Alors on s'est aperçu qu'il y a des primo-arrivants, mais il y a aussi des gens qui sont en France depuis très longtemps et qui soit n'ont jamais eu accès à des papiers, soit ont perdu leur titre de séjour, parce que ça devient de plus en plus difficile dans les préfectures de faire renouveler son titre de séjour. Et donc ils ne sont pas dans le droit commun, et il y a pour ces gens qui n'ont pas accès à la sécurité sociale, l'aide médicale d'État qui permet d'avoir accès aux soins en France. L'idée, c'est que dans un pays civilisé, on ne laisse pas les gens mourir dehors sur le trottoir, et que vous ayez des papiers ou pas, si vous avez un cancer, on va vous soigner. Voilà. L'idée qu'essaye de faire passer la droite et l'extrême droite, c'est que ça serait un effet d'aubaine, et que les gens viendraient viendraient se faire soigner en France, et que c'est pour ça qu'ils passeraient les frontières, et que si on supprime cette possibilité-là, les gens vont faire une étude de marché et vont voir dans quel pays du monde ils peuvent aller se faire soigner. C'est une vision de la migration qui est complètement fausse. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on voit sur le plan financier, c'est que c'est l'AME, l'aide médicale d'État, ça représente que 0,5% du budget de la sécurité sociale, donc c'est rien. C'est moins que ce que le gouvernement a donné au cabinet de conseil type McKinsey en une année, hein. McKinsey. Alors, en gros, on considère que l'AME, c'est 1,5 milliard par an, et ce qu'ils ont donné au cabinet, c'est 2,5 milliards. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça permet de sécurité les choses. Ça permet, quand on nous dit que c'est ça qui va changer la donne, et que c'est l'AME qui met la sécurité sociale à genoux, ça permet de voir ça. Et puis sur un plan médical, en fait, c'est une aberration, mais aussi sur un plan économique, c'est-à-dire que nous, on est soumis au serment d'Hippocrate, donc quelqu'un qui arrive aux urgences, on ne le demande pas s'il a des papiers, s'il a besoin d'être soigné, on le soigne. Voilà, c'est notre serment, et on ne va pas faire autre chose. À l'accueil, on va lui demander sa carte vitale quand même. C'est un des débats dans les hôpitaux, de dire comment les patients ont accès ou pas aux soins, et c'est pas la personne de l'accueil. On va lui demander, à l'accueil, on va lui demander d'abord sa carte vitale. Alors ça dépend, c'est-à-dire si c'est une urgence vitale et que vous arrivez pour un infarctus, vous êtes pris en charge par le SAMU, il vous emmène, que vous ayez une carte vitale ou pas, vous allez avoir le traitement que tout le monde doit avoir. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, hein. Quand on regarde les études scientifiques, les Américains, ils ont un temps qui est plus important pour que les patients arrivent dans la salle où on va les traiter, parce que justement on leur demande s'ils ont une carte pas vitale, mais une carte de crédit, parce qu'ils sont là. Oui, c'est beaucoup plus cher. Quelques notions sur notre système de santé ce matin avec mon invité qui s'appelle Olivier Miron, qui est cardiologue hospitalier, militant du service public, et qui vient de coécrire le guide des intox sur notre système de santé chez Textuel. On a longtemps dit en France que la santé était gratuite. Elle n'est pas gratuite, hein, elle est prise en charge.
Oui, non, c'est très différent. Ça nous coûte collectivement de l'argent, donc ça nous oblige. C'est-à-dire collectivement, on met, ce que je disais tout à l'heure, le budget de la sécurité sociale, c'est plus que le budget de l'État. Donc c'est plus que les impôts, en fait, les cotisations sociales. Tout ce qu'on met dans ce truc. On a choisi un système qui est indépendant du budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Et donc, il doit être géré... pour nous, l'expression qu'on emploie, c'est le traitement de qualité pour tout le monde au moindre coût pour la société. Et c'est là où il y a un vrai débat aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, ça nous coûte beaucoup d'argent. On est à peu près dans l'équivalent des pays qui nous ressemblent, les pays européens, en termes de dépenses globales par rapport au produit intérieur brut. Et quand on nous fait penser qu'un système privatisé serait plus intéressant pour les citoyens, la réponse est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et le comparatif, c'est les Américains qui ont un système privatisé avec des assurances privées. Il n'y a pas de sécurité sociale, sauf pour les très très pauvres et pour les personnes âgées. Et eux, ils dépensent 17% de leur produit intérieur brut pour leur santé, alors que nous, on est à peu près à 12%. Mais surtout, ils ont un système qui est inégalitaire, qui fait qu'ils ont une espérance de vie qui est en train de diminuer, ce qui n'a jamais été vu dans un pays riche en temps de paix, et avec une difficulté d'accès à l'assurance pour les plus pauvres, qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays dit civilisé, les gens en permanence font des appels aux dons sur Internet pour pouvoir soigner leurs enfants. Et il y a un sondage qui montrait qu'il y a un Américain sur 5 qui a déjà financé ce type de crowdfunding pour payer la santé de quelqu'un. Alors depuis Obama, il y a des assurances santé par les entreprises. Hein. Oui, mais en fait, ils obligent les assurances santé privées à assurer des pauvres. Mais c'est pas une sécurité sociale. Et on a montré que en France, le fait, nous, d'avoir les deux systèmes, la sécurité sociale et ce qu'on appelle les complémentaires, c'est-à-dire les mutuelles, les assurances privées, tout ça, contrairement à la doxalie néolibérale, le fait d'avoir de la concurrence nous coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ? Il faut expliquer pourquoi, c'est ça. Ah. Parce que les gens vont vous dire, bah non. Donc on a une mutuelle, ouais. Elle va nous rembourser le reste à charge. Voilà. Donc non, c'est tout bénef pour nous. Donc la mutuelle, elle vous coûte très cher en fait. Quand vous donnez, donc il y a deux choses qu'il faut voir, c'est que donc la Sécu, on lui donne notre argent. Et puis elle le gère, et il y a donc à chaque fois que vous donnez à une administration ou à une assurance, il y a ce qu'on appelle les frais de gestion. Les frais de gestion de la sécurité sociale, ils sont très bas, ils sont de l'ordre de 3%. Les assurances privées et les complémentaires, comme il faut qu'ils fassent de la pub, que chacun y crée leur bureaucratie, et que dans le cas des assurances privées, ils donnent de l'argent à leurs actionnaires, leurs frais de gestion, ils sont de 20%. Donc le différentiel est énorme. Donc si on mettait tous les soins remboursés dans la sécurité sociale, on considère qu'on ferait une économie de 7 milliards par an d'économie, ce qui est très important. De frais de gestion. De frais de gestion qu'on gagnerait sur les frais de gestion, on n'aurait plus besoin de mutuelle et on gagnerait 7 milliards. Donc sur un budget de 200 milliards de sécu, c'est très, très important. Ce qui veut dire que dans ce modèle, vous êtes pour le 100% sécurité sociale, voilà. Donc il n'y aurait pas de reste à charge. Non, il n'y a pas de reste à charge. Ça serait pris à 100% en charge par la sécurité sociale. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Et ça veut dire qu'en plus, quand vous allez voir une mutuelle ou une assurance privée, elle ne vous fait pas cotiser en fonction de vos revenus. Elle vous demande quel âge vous avez, est-ce que vous avez déjà été malade, si vous avez déjà eu un cancer ou un infarctus. C'est comme pour les assurances pour les maisons. C'est pas les. Donc voilà. Donc c'est le financement de la sécurité sociale, il est égalitaire, il est en fonction de nos revenus. Alors que le financement des mutuelles, pas du tout. Et donc voilà. Donc au niveau de la collectivité, on a tous intérêt à passer au 100% sécu et à ne plus avoir à financer de mutuelle. Et vous expliquez comment cette fameuse réforme, alors là en France, hein, de la mutuelle d'entreprise, finalement c'est une arnaque. Oui, c'est ça. Ça c'est sous François Hollande aussi, où il a rendu obligatoire les mutuelles dans les entreprises. Et donc c'est une façon, au lieu d'améliorer la prise en charge par la Sécu, c'est de faire que les mutuelles... toutes les entreprises payent une mutuelle pour leurs salariés. Donc, comme c'était obligatoire, les mutuelles ont bricolé, mais finalement, elles augmentent leur coût
leurs cotisations pour les autres. Et donc finalement, c'est ceux qui ont de plus de mal à financer là encore leur mutuelle qui ont vu leurs tarifs augmenter. Donc au lieu d'améliorer ce qu'on a de bien en commun, une fois de plus, on confie ça au privé et c'est une mauvaise idée sur le plan collectif. À noter que François Fillon, lui, s'il avait été élu, aurait certainement accéléré ce transfert vers le privé. Hein. Oui, alors c'était dans son programme, c'était clair. Voilà, François Fillon, c'est un de ceux qui défend un système de plus en plus privé en laissant en gros les gros risques à l'hôpital et le reste aux mutuelles. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que ça finit la solidarité entre les générations. Et il faut que tout le monde cotise à la sécurité sociale et on sait que si plus on va aller vers un système privatisé et qui donne la main aux mutuelles et aux assurances, plus ça va nous coûter cher et plus on va avoir un accès aux soins qui va se compliquer. Mais on va vers là. Alors moi j'ai jamais entendu justement de politique qui a été élu sur ce programme-là. Donc non mais c'est pas dit. Non, mais c'est là où... Mais comme les restes à charge sont de plus en plus importants, les dépassements d'honoraires sont de plus en plus importants, les médicaments déremboursés sont de plus en plus importants, certaines disciplines qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, qui sont prises en charge par les mutuelles. Donc ce qui veut dire que les gens de plus en plus utilisent leurs mutuelles. Oui, non, je suis d'accord, mais on a l'impression que la sécurité sociale se désinvestit au détriment de mutuelles. On est d'accord, mais ça, on ne peut pas dire que les gens s'en rendent compte, et c'est source d'une colère folle. Et donc, n'oublions pas ce qui s'est passé au cours des dernières années. Les Gilets jaunes, c'est clairement une révolte de gens qui cotisent et qui n'en ont pas pour leur argent et qui se sentent humiliés, et ils ont raison, de fait qu'on leur demande de cotiser, mais ils voient que les services publics... voilà. Dans le vote Le Pen... dans le vote pour le Rassemblement national, il y a une grande partie de colère qui vient du fait que les services publics s'effondrent et que les gens voient très bien qu'il n'y a aucune raison que c'est une volonté politique. Voilà, on l'entend. Les gens vous disent. Voilà. Et donc aujourd'hui, mais d'un autre côté, ils vous disent, ouais, mais les étrangers arrivent en France et on leur file l'AME. Oui, mais voilà. Non, mais je suis d'accord. C'est ça qu'ils disent. Nous, on n'est pas remboursés et on a cotisé toute notre vie. Et puis les autres, ils arrivent, ils ont tout de suite. Alors, la politique du bouc émissaire, malheureusement, elle marche bien à partir du moment où il n'y a pas d'alternative politique claire. Donc, l'objet du bouquin, c'est d'essayer justement d'expliquer tout ça et de déconstruire toutes ces idées fausses. Mais je pense aussi que les pouvoirs politiques doivent se méfier. La France, c'est un pays éruptif. Et c'est sur ce genre de sujet que les gens sont en colère et qu'ils prennent... voilà, qu'il y a de la violence et de la révolution. On parlait de chiffres tout à l'heure. Le coût des soins des patients en ALD. Alors ALD, ce sont les affections longue durée. Ce sont les personnes qui ont des maladies dites chroniques. Ça représente 60% des dépenses de l'assurance maladie. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est les patients âgés qui ils vivent plus longtemps et puis ils ont du diabète, des infarctus, des maladies, donc de l'insuffisance cardiaque. Et donc le vieillissement de la population fait que les gens vivent de plus en plus longtemps avec des maladies chroniques et on est dans un système de santé qui n'est pas adapté à la prise en charge de ces maladies chroniques. Alors c'est ce que vous expliquez, vous. Oui, et ça c'est quelque chose qui est pareil, qui est pas facile à faire comprendre aux citoyens et aux politiques. Nous, on a vécu à l'hôpital l'idée que que la santé serait un marché et que l'hôpital pouvait être transformé en entreprise et qu'on allait produire du soin. Et donc, on est passé à ce qu'on appelle la tarification à l'activité, c'est-à-dire que quand un patient rentre, plutôt quand il sort de l'hôpital, on fait un codage où on dit il est venu, c'était une vieille dame, elle avait 90 ans, elle avait fait un infarctus, de l'insuffisance cardiaque, du diabète et tout ça. Et ça donne la T2A. La T2A, voilà. Tarification à l'activité. Donc ça donne un tarif. Et donc on envoyait la facture à la sécurité sociale et l'hôpital se fait payer là-dessus. Et donc on disait, on vous donne l'argent qui correspond avec vos tarifs et vous vous débrouillez pour gérer votre hôpital. Et donc assez vite, les tarifs ont été complètement décorrélés du coût réel parce qu'il fallait rester dans l'enveloppe globale de ce qui est voté par le Parlement tous les ans, qui s'appelle l'ONDAM, l'Objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Alors vous expliquez qu'on doit ça à Alain Juppé. Voilà, on doit ça à Alain Juppé. Et donc, tout le monde a travaillé plus
parce que chaque année les charges augmentent, les tarifs diminuaient, et donc tous les hôpitaux ont eu des problèmes de déficit. Et qu'est-ce qu'on a fait comme souvent dans les administrations, c'est que quand on est en déficit, la variable d'ajustement, c'est le personnel. Et donc, on a diminué le nombre d'infirmières, d'aides-soignantes par service et on a travaillé plus. Donc, la qualité de vie au travail s'est dégradée, donc la qualité des soins. Et donc, les gens sont partis parce qu'ils ne supportent plus de travailler là-dedans. Et donc, cette tarification à l'activité a poussé à choisir des actes qui sont dits rémunérateurs, qui rapportent beaucoup dans ce système de la T2A. Et en gros, c'est l'idée de prendre en charge des patients qui ont un symptôme, un diagnostic, un acte et une facture, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la logique de garagiste, en fait. On ne fait plus du soin, on fait quelque chose qui va rapporter à l'hôpital. Et donc, petit à petit, la tarification à l'activité, elle a poussé tout le monde, le public comme le privé, à choisir les activités. Et donc maintenant, dans les hôpitaux publics, il y a des activités qui sont considérées comme rentables. C'est les activités chirurgicales, tout ce qui est activité interventionnelle vasculaire ou des choses comme ça. Mais par contre, les patients âgés polypathologiques qui sont aux urgences sur des brancards, eux, ils intéressent personne parce qu'ils sont considérés comme étant des patients qui vont rester longtemps à l'hôpital et qui ne vont pas rapporter beaucoup d'argent. Et donc, qui vont occuper des lits. Et voilà, donc dans la crise aujourd'hui des urgences où on dit les patients restent des heures sur les brancards, c'est aussi parce que les services n'ont pas intérêt à les prendre. Et donc il y a la culture managériale est rentrée à plein dans l'hôpital et a atteint tous les soignants et a fait beaucoup de mal. Pourquoi l'hôpital public, qui était notre fierté il y a encore 30 ans, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait ? Je pense qu'on a vraiment subi cette idéologie, en fait, hein, on doit être un hôpital de flux, avec des discours managériaux ineptes, et en nous expliquant qu'il fallait choisir nos patients et qu'il fallait faut gagner des parts de marché, c'est ce qu'on nous a expliqué. On a comme vécu des réunions, ce qu'on appelle des staffs, où les gens venaient nous expliquer comment il fallait coder pour gagner plus d'argent. Voilà, et donc ça a été concomitant du fait que Sarkozy a dit il faut qu'il n'y ait qu'un chef à l'hôpital, et c'est le directeur de l'hôpital. Et donc on a donné le pouvoir à l'administration. Et aujourd'hui, le cahier des charges d'un directeur d'hôpital, c'est pas de faire de la qualité des soins, mais c'est que son hôpital soit pas trop en déficit. Aujourd'hui, plus de 60% des hôpitaux publics sont en déficit. Hein, donc après tant d'années où on a donné la main aux managers, si vraiment c'était qu'un problème d'organisation, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Les coulisses de notre système de santé aujourd'hui, avec Olivier Miron, qui est cardiologue hospitalier, qui coécrit le guide des intox sur notre système de santé chez Textuel. Alors c'est passionnant parce que aujourd'hui vous le vivez au quotidien. C'est quelque chose qui nous concerne tous, hein, vu les difficultés qu'on a aujourd'hui à ne serait-ce que de trouver un rendez-vous chez le médecin. Maintenant on est à la téléconsultation. Oui, téléconsultation, alors là... Donc ça c'est les mauvaises réponses à des problèmes réels. Hein. Et donc il ne faut pas oublier que la médecine c'est un rapport entre... un médecin et un patient, et que pour bien faire de la médecine, il faut pouvoir examiner les patients, leur mettre la main sur le ventre, écouter leur cœur et leurs poumons. Et donc la télémédecine, c'est quelque chose qui est en train de se développer très vite, et on nous dit qu'il y a beaucoup de jeunes médecins qui sortent des études de médecine et qui ne s'installent pas pour faire ce genre de choses, ou de chez eux, ils peuvent consulter les gens qui vont dans les pharmacies parce que ils ont mal ci ou mal là, et en fait s'ils ont une vraie raison d'aller en téléconsultation, finalement ils vont être adressés aux urgences parce qu'on peut rien faire à distance en fait. Donc c'est une mauvaise solution à un problème réel, mais c'est surtout là encore une mauvaise allocation des moyens. C'est-à-dire que aujourd'hui, accepter que des médecins qui ont été formés par la faculté, donc c'est-à-dire le service public, en sortant, ils aillent exercer dans de l'ubérisation de la santé, qui va faire de la télémédecine. Des plateformes. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui se montent, qui font des consultations à distance. Bon. Et ça paraît une façon complètement imbécile d'utiliser notre argent, qui, je rappelle, est l'argent de la Sécu, donc l'argent de tout le monde. C'est pas de l'argent qui vient de sociétés privées. Mmh.
Il y a une punchline dans votre livre que j'aime beaucoup, hein, c'est plus la consultation est courte et plus l'ordonnance est longue. Oui, c'est ça, parce que en fait, les gens qui travaillent avec le paiement à l'acte, ils considèrent que ils n'ont pas le temps de garder les gens, donc c'est plus compliqué, c'est plus facile de faire une ordonnance longue, de prescrire des examens et de donner des médicaments que de garder les gens une demi-heure et de leur expliquer pourquoi ils n'ont pas besoin d'examen, quoi. On estime que alors cette année, le trou de la Sécu tournera autour des 17 milliards d'euros, alors qu'il y a quelques années, on pensait qu'on arriverait à l'équilibre. Hein. Il y a eu le Covid entre-temps. Pourquoi, pour vous, le trou de la Sécu, c'est un outil politique ? Parce qu'en fait, c'est un choix. C'est-à-dire que le trou de la Sécu, c'est on met des dépenses et en face, on met des recettes. Et donc, les dépenses, ça dépend ce qu'on rembourse. Comment on contrôle ce qui est dépensé par les médecins, hein. C'est pas les patients qu'il faut contrôler, c'est les médecins, c'est eux qui prescrivent. Et deuxièmement, les recettes, on en a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à l'origine du trou de la Sécu, c'est pas les patients, mais les médecins. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit les mots qu'on entend, on va responsabiliser les patients en mettant des franchises, c'est-à-dire que quand vous allez... Et des participations forfaitaires, voilà. Parce qu'il y a les deux, voilà. Elles viennent de doubler, voilà. Là aussi vous nous écoutez, vous avez découvert que ça existait, les participations forfaitaires et les franchises, parce que la Sécu vous a envoyé un gentil courrier en vous les réclamant, mais ça c'est pour vous responsabiliser. Voilà, et donc ça, l'idée de responsabiliser les patients parce qu'ils vont avoir une part qui sera de toute façon non remboursée, même par la mutuelle, où je ne vois pas comment ça responsabilise les patients. Les pauvres, on leur fait une prescription, ils vont acheter leurs médicaments. Si on considère que la prescription est indue, c'est le médecin qui doit être contrôlé et à qui on doit faire une réflexion, mais pas les patients n'ont pas à subir ça. Et donc, il y a quand même des patients qui vont chez le médecin et qui donnent la liste des médicaments qu'ils veulent. Oui, mais le médecin, il a aucune raison de dire oui. Donc la question, c'est comment on se positionne, nous, dans un système, une fois de plus, socialisé. Il n'y a pas de médecin au chômage en France. Donc l'idée qu'un médecin, il ne peut pas dire non à un patient parce qu'il a peur de perdre un patient, ça n'est pas entendable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est les chiffres qu'avait donné Agnès Buzyn quand elle était ministre. Il y a à peu près 20% des actes et des prescriptions en France qui sont inutiles. D'accord ? Quand on fait des prescriptions inutiles... Ça, on n'arrive pas à le mesurer vraiment, en fait. Si, on le sait, puisque, par exemple, là, on voit que la Sécurité sociale, dans ses négociations avec les médecins, elle dit vous prescrivez beaucoup trop d'inhibiteurs de la pompe à proton, donc c'est les médicaments qu'on donne quand on a des ulcères de l'estomac. Et de remontées gastriques. Voilà, donc au lieu de dire ceux qui prescrivent de façon indue, ils vont être sanctionnés, on leur dit on va faire des discussions et peut-être qu'on va vous donner des primes si vous prescrivez moins de médicaments indus. Donc ça n'a aucun sens en fait. On est dans un système où c'est l'argent de tout le monde. Les médecins y prescrivent et ça a des répercussions pour tout le monde et donc on doit contrôler ce qu'ils font. Il y a eu proposition, c'était Alain Juppé qui avait ça, c'était pas un dangereux gauchiste, il avait dit il faut faire des références médicales opposables. Il n'y a pas lieu de faire une échographie cardiaque tous les ans à un patient qui a de l'hypertension et qui se plaint de rien. Bon voilà, si vous le faites de façon ils ont été battus aux législatives qu'on suivit. Et voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, le problème, il est problème d'un rapport politique et de puissance du lobby qui est le lobby de la médecine libérale canal historique, qui s'est toujours opposé à ce qu'on le contrôle au nom de sa liberté, donc liberté de prescription, liberté de la libre entente. Ce qu'ils appellent la libre entente, c'est le fait de pouvoir demander ce qu'ils veulent comme tarif aux patients. Il y a la liberté dans l'installation et la liberté de ne pas participer à la permanence des soins. Ça, aujourd'hui, ça ne peut pas s'opposer au droit à la santé. Et aujourd'hui, on est dans un système français où le droit à la santé des Français est bafoué. Donc on ne va pas sauvegarder la liberté de la médecine libérale si elle s'oppose au droit à la santé. Puisque c'est votre parti, comment vous expliquez le déremboursement des médicaments anti-hypertension ? Alors en fait, la vraie explication... C'est quoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ? Il y avait les hypertendus, c'est pas des patients qui sont organisés, donc il n'y a pas d'association de patients qui ont pu les défendre. Non, c'est vrai. Si, c'est ça. Donc en fait, il y a plein de maladies chroniques où il y a une tentation de dérembourser en se disant ça fait c'est beaucoup de patients, donc voilà. Et en fait,
a priori, la vraie explication, qu'ils ont tapé sur ceux qui n'étaient pas organisés. La politique, c'est un rapport de force. Quelle est l'explication que vous donnez aux déserts médicaux aujourd'hui ? Alors il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu la volonté, l'idée de dire, comme on ne peut pas contrôler ce que font les docteurs, on va former moins de docteurs et ils feront moins de prescriptions. C'est ça l'idée de base. Donc ça c'était sous Giscard. Ouais, et puis tout le monde a été d'accord. C'est-à-dire que et les médecins et les politiques, tout ça, tout le monde était d'accord en disant les médecins libéraux, ils étaient très contents, ça leur ferait moins de compétition, ils auraient plus de travail. Enfin, c'était ça l'idée. Deuxièmement, il y a quand même l'idée qu'il y a des endroits où il n'y a plus de services publics. Donc les endroits où il n'y a pas d'école, plus de postes et tout ça, c'est pas forcément évident que les médecins aient envie d'aller s'installer là-bas. Et puis après, il y a aussi le problème de la liberté d'installation où dans une situation de pénurie, c'est compliqué de ne pas du tout empêcher au moins les gens de s'installer dans les zones où il y a déjà assez de docteurs. Donc en gros, c'est les grandes villes, les zones proches de la mer dans le sud de la France. Alors, c'est pas forcément une interdiction. On pourrait dire la Sécu, elle ne conventionne pas les gens qui vont s'installer déjà dans une zone où il y a assez de docteurs. Ça serait déjà un début. Voilà, donc ça aussi, c'est un drapeau rouge politique qui fait que si on veut pouvoir changer les choses, il va falloir affronter des lobbies assez puissants qui sont les lobbies de la médecine libérale. Il y a probablement aussi le fait que le mode d'exercice aujourd'hui du généraliste ou du spécialiste tout seul dans un cabinet est probablement obsolète, et donc il faut que la puissance publique organise des centres de santé où il y a plusieurs généralistes, une infirmière au moins, des spécialistes, qui soit un lieu où les gens puissent se relayer, faire un petit peu de participer à la permanence des soins, c'est-à-dire qu'au moins un soir par semaine, il y a quelqu'un qui soit là un peu plus tard pour que les gens puissent trouver un médecin jusqu'à 23h s'ils sont inquiets pour leur enfant qui a de la fièvre, et pas aller aux urgences. Voilà. Et il y a probablement un mode d'exercice à réorganiser sur le territoire avec un travail en équipe qui s'éloigne de l'idéologie actuelle qui est de faire de la compétition en fait. Là on a prouvé maintenant que la compétition en santé ça marchait pas, que c'était une catastrophe. Là on y est. Donc maintenant on repense le système, et donc il faut rebaser ça sur la coopération entre acteurs de santé, la coopération probablement entre les territoires. Dans une situation où on est vraiment en pénurie, il faut peut-être pouvoir, si on a des centres de santé, que des gens puissent venir de temps en temps aider et dans ces zones-là. Et puis si on a ces centres de santé, ça sera l'endroit où on peut organiser plus facilement la permanence de soins. Quand les médecins sont tout seuls, isolés dans leur cabinet, c'est plus compliqué, quoi. 26,50 le prix de la consultation chez un médecin généraliste, c'est bien payé ? Je pense que c'est pas le problème. Moi, c'est-à-dire, je pense qu'il faut sortir du paiement à l'acte. Voilà, c'est ridicule. Non, voilà. mais pour les médecins généralistes, les généralistes, il faut qu'on les paye à la capitation. Voilà. Et à la capitation, ils suivent un diabétique, ils suivent un hypertendu. Pour un diabétique par an, on leur donne tant d'argent. Et ils le voient autant de fois qu'ils veulent. Il faut juste qu'ils respectent les données de la science pour dire que le patient est bien suivi ou pas suivi. Il faut qu'ils travaillent dans un centre de santé où il va y avoir une infirmière qui a été formée, qui va faire de l'éducation thérapeutique et qui va travailler en équipe. Il faut qu'ils travaillent dans un centre de santé où il y a une diététicienne qui va pouvoir corriger avec et là on crée une structure intelligente où les gens peuvent être accueillis, où les médecins et tout le monde travaillent ensemble en équipe. Il faut que ces gens-là travaillent avec l'hôpital, qui fait que quand on a une maladie chronique décompensée, c'est rarement une urgence à 2 heures, mais plutôt à 48 heures. Donc il faut qu'il y ait des accords pour que les patients puissent être hospitalisés directement dans les services sous 48 heures et qu'ils n'arrivent pas sur un brancard aux urgences. Enfin voilà, je pense qu'il faut réorganiser la filière du soin et la structure du soin, mais ça part surtout d'un changement de philosophie dans la façon dont on organise le soin. Alors pour terminer, parce que ça passe vite, mais il y a beaucoup de sujets à voir, parce que ça concerne notre santé, comment est-ce qu'on peut expliquer que dans un pays comme la France aujourd'hui,
certains médicaments, certaines classes de médicaments puissent être pénuriques. Ouais, ça c'est encore une preuve que C'est-à-dire qu'on a Sanofi en France. Hein. C'est pas comme si on avait une industrie pharmaceutique qui n'est pas florissante. Là encore, on a confié au marché une mission de service public, mais sans contrôle. Donc les Sanofi et autres Big Pharma, eux, ce qui les intéresse, c'est les nouveaux médicaments sur lesquels ils vont faire de l'argent pendant quelques années. Et après, quand les médicaments tombent dans le domaine public, le prix est moins cher. Et donc, c'est d'autres labos pharmaceutiques en gros qui gèrent ça. Et donc, pour diminuer les coûts au maximum, on a mondialisé la fabrication. Donc, il y a une partie qui se fait en Chine, l'autre en Inde. Et puis après, c'est assemblé parfois en France ou en Europe et tout ça. Et donc, comme tout, on tire les coûts vers le bas. Dès qu'il y a un petit caillou dans les rouages, il y a des problèmes de production. Sur tout le globe en fait. Et donc là, on est dans une situation où ça ne marche pas du tout. Et il y a ce qu'on appelle les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Donc c'est pas de l'homéopathie. On n'est pas en train de parler de voilà. Voilà. Donc on parle de médicaments pour le cancer. On parle le Clamoxyl, on en a entendu parler, le Doliprane, voilà. Et donc le fait de confier au marché, ça ne marche pas. Donc il faut faire autrement. Les Américains qui ne sont pas des dangereux gauchistes anticapitalistes, il y a un groupe de gros hôpitaux américains qui, fatigués d'avoir ces ruptures d'approvisionnement, ont créé une coopérative pour fabriquer ces médicaments. Et donc nous, on pense qu'il faut faire ce genre de choses en France, voire en Europe, parce qu'on peut se dire que là, c'était 3000 ruptures d'approvisionnement sur l'année dernière. Non, mais c'est monstrueux. C'est fou, c'est incroyable. Et donc il faut trouver, là encore, ce n'est pas la solution du marché capitaliste qui va nous améliorer la situation. Bon, la suite est dans votre livre, mais il faut avoir conscience un petit peu de toutes ces questions qui concernent notre santé au quotidien. Je suis persuadé que si vous nous avez écoutés, vous avez vécu au moins une des situations qu'on a évoquées ce matin et que vous êtes confronté à ça toujours aujourd'hui. Voilà, et que il faut s'en occuper. Si vous occupez pas de la politique elle s'occupe de vous. Si vous occupez pas de votre santé, vous allez en payer le prix. Et c'est un débat démocratique que nous devons avoir. Et je pense que ça serait important dans la crise qu'on vit, qu'on puisse au moins commencer par la santé pour débattre de l'intérêt général. Oui, mais alors on dit souvent aujourd'hui que les politiques ne peuvent rien faire, mais là on se rend compte que quand même nos politiques, par les décisions qu'ils ont prises à des moments donnés, sont responsables de beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui. Et là, ils sont clairement responsables. On est d'accord, mais je pense qu'on est dans une situation où le Parlement va pouvoir prendre la main et qu'il y a des sujets qui font consensus. Par exemple, la loi sur les ratios infirmiers, elle a été votée au Sénat, c'était transpartisan, droite et gauche, et il suffit qu'ils l'inscrivent à l'Assemblée nationale. Il faut expliquer ce que c'est, le ratio infirmier. Alors, le ratio infirmier, c'est de dire que quand vous prenez l'avion, le personnel minimum pour décoller, il est inscrit dans la loi. C'est vrai dans les réanimations, c'est vrai dans certains services de pédiatrie, il doit y avoir maximum tant de patients par infirmière. Et nous, on veut que ce soit dans tous les secteurs de l'hôpital, par spécialité, qu'on inscrive dans la loi qu'il ne peut pas y avoir plus, en gros, de 7 patients par infirmière. On sait que ça change les complications à l'hôpital et la mortalité des patients. Donc, il faut que ça soit mis dans la loi et ça peut être voté très vite. Alors, montrez votre livre, voilà, à la caméra. Le guide des intox sur notre système de santé, c'est important, c'est même d'utilité publique chez Textuel. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne journée santé sur Beurre FM.